Les matériaux géologiques, que ce soit de la roche constituant la partie supérieure de la croûte terrestre ou des dépôts meubles, c'est-à-dire les sédiments provenant de l'érosion du socle rocheux et qui le recouvrent, possèdent des espaces vides que l'on appelle des pores. Les pores peuvent contenir de l'eau, mais aussi de l'air et d'autres fluides, comme entre autres du gaz naturel ou du pétrole. Par exemple, si l'on immerge une éponge dans l'eau, l'eau s'y infiltrera jusqu'à une certaine mesure, en remplaçant l'air qui occupait les espaces vides. Le même principe s'applique pour les matériaux géologiques. Voyons ce principe en action. L'eau versée sur le sable sec dans le cylindre s'infiltre et remplace l'air dans les pores. Étant plus légère que l'eau, les bulles d'air remontent alors vers la surface. Pour connaître la quantité d'eau qu'un matériau peut contenir, on doit en évaluer sa porosité. La porosité se définit comme le rapport du volume des pores d'un matériau à son volume total. On la désigne par le symbole N et elle s'exprime en pourcentage. Le sable a une porosité qui varie entre 30 et 45 %. Il peut donc contenir jusqu'à près de la moitié de son volume en eau. L'argile, elle, peut parfois contenir encore plus d'eau, car sa porosité peut atteindre jusqu'à 75 % selon si elle renferme beaucoup de matière organique ou non. La roche aussi contient des espaces vides. On appelle la porosité primaire les pores microscopiques présents entre les cristaux des minéraux. Différents types de roches possèdent des porosités primaires différentes. Par exemple, l'obsidienne que l'on voit à gauche, une roche volcanique riche en silice, n'absorbe pas l'eau versée sur sa surface. Elle est beaucoup moins poreuse que le grès qui se trouve à sa droite, qui lui est moins poreux que la pierre ponce que l'on voit à l'extrême droite de l'écran et qui absorbe beaucoup plus d'eau. La porosité primaire caractérise donc la quantité d'eau qui peut être emmagasinée dans la roche. Toutefois, la faible interconnexion des vides ne permet généralement pas une circulation efficace de l'eau. C'est plutôt la porosité secondaire, formée par les fractures dans la roche, comme des fissures, des failles, des chenaux de dissolution ou d'autres ouvertures naturelles, qui contrôle la circulation de l'eau. On peut s'imaginer la porosité primaire comme un stationnement contenant des milliers de voitures, mais où la circulation est très lente. La porosité secondaire, elle, serait représentée par les autoroutes, où la densité de voitures est beaucoup plus faible, mais la circulation très rapide. Si l'on fore un puits pour prélever de l'eau dans la roche, il est donc souhaité de rencontrer le plus de fractures possible. La combinaison des porosités primaires et secondaires donne la porosité totale de la roche. Celle-ci varie grandement selon le type de roche. Pour un granit ou un gneiss non altéré, c'est-à-dire peu fracturé, la porosité est quasi nulle, variant entre 0 et 2 %. Le quartzite, le shale ou le schiste sont d'autres roches contenant peu d'espace vide. À l'inverse, le calcaire, la dolomie, le grès ou le tuf volcanique sont des roches pouvant être très poreuses, possédant une porosité pouvant atteindre jusqu'à 40 % pour certaines. Ces conditions sont toutefois rares au Québec. La forme des grains. Les grains de forme irrégulière ou angulaire ont tendance à mal s'emboîter les uns sur les autres, ce qui augmente la grosseur des espaces vides entre eux. À l'inverse, les grains de forme régulière ou arrondie réduisent la porosité. La structure du matériau. L'arrangement des grains entre eux dépend du degré de compaction des dépôts meubles ou de la densité de fracturation de la roche. Pour les dépôts meubles, plus les grains sont compactés, plus le volume des vides est faible. Pour la roche, plus la densité de fracture est élevée, plus la porosité secondaire est grande et favorise la circulation efficace de l'eau souterraine. L'homogénéité des grains. Un dépôt meuble uniforme, contenant des grains triés de même taille, a plus d'espace vide qu'un dépôt meuble hétérogène contenant des grains de toute taille. Dans ce dernier cas, les vides entre les particules grossières ont tendance à se remplir par les particules fines. C'est typiquement le cas pour un til qui contient des sables et des graviers liés par une matrice de silt et d'argile. Une procédure simple effectuée en laboratoire permet de mesurer la porosité d'un matériau. Voyons un exemple de cette procédure avec du sable.
On étalonne tout d'abord le poids de notre contenant, un bécher, sur la balance. Puis, on introduit un volume préalablement mesuré de sable sec dans le bécher. On voit ici que 200 ml de sable pèse un peu plus de 281 grammes. On verse ensuite de l'eau sur le sable jusqu'à ce qu'il soit saturé en eau, c'est-à-dire jusqu'à la limite où l'eau s'accumule en surface du matériau. Finalement, on pèse l'échantillon saturé sur la balance. L'échantillon saturé pèse ici un peu plus de 375 grammes. La différence entre le poids humide et le poids sec, dans ce cas-ci 94 grammes, est attribuable à l'eau qui a été ajoutée dans le sable. Sachant qu'un gramme d'eau équivaut à 1 millilitre d'eau, on connaît maintenant le volume des espaces vides du sable, c'est-à-dire 94 millilitres. On peut diviser ce volume d'espace vide, 94 millilitres, par le volume total du matériau, 200 millilitres, pour obtenir sa porosité, 47 %. Bravo! La porosité constitue un très bon indicateur de la quantité d'eau contenue dans un matériau géologique. Elle n'informe toutefois pas sur la facilité de l'eau à circuler dans ce matériau. Pour le savoir, il faut connaître la conductivité hydraulique, en vedette dans la deuxième capsule du Réseau québécois sur les eaux souterraines.